Je suis sortie de mon corps de Christelle Cahanin-Caillot. Chapitre 3. L'angoisse de la vérité. Pendant ce temps, Marie-Aurore, ma petite sœur de 16 ans, et Jean-Marie, mon petit frère de 7 ans, sont en train d'aider mon père à faire la terrasse devant la porte de la cuisine. Ils choisissent avec soin les dalles. Ils sont contents d'aider mon père dans ce travail minutieux, même si celui-ci les réprimande gentiment en leur disant sans arrêt « Attention, le ciment sèche vite, ne faites pas n'importe quoi !» Marie-Aurore a l'impression qu'une lourde responsabilité pèse sur ses épaules. Tout à coup, mes parents entendent les sirènes des pompiers. Mon père, avec un sixième sens, dit « C'est Christelle ». Chaque fois qu'un de leurs enfants est absent, cela leur fait battre le cœur. Puis les minutes passent, rien ne se produit, ils n'y pensent plus. Quelques secondes à peine s'écoulent avant que le téléphone ne sonne. La mère de Joe, qui est déjà sur les lieux, elle habite à 50 mètres, préfère prévenir mes parents elle-même plutôt que les pompiers ne le fassent. Ne sachant pas l'extrême gravité de mon état, mais se doutant que je suis loin d'être indemne, elle ne veut pas que mes parents s'affolent trop, surtout qu'elle connaît les problèmes cardiaques de mon père. « Allô ? Madame Caillot ? Oui, elle-même. Les jeunes ont eu un accident. Venez vite, c'est à 50 mètres de devant chez moi. » « Christelle ? Demande ma mère avec une angoisse dans la voix. « C'est grave ? » ?»« Non, rien de grave, mais venez vite. » Maman prend son sac à main, papa les clés de voiture et il court vers le portail. Maman s'adresse à ma petite sœur en partant. « Marie, occupe-toi de ton petit frère. Christelle a eu un accident, nous allons la chercher. »« C'est grave ? » ?»« Non, non, je t'appelle dès que je l'ai vue. »« Et la terrasse, papa ? » ?»« Ben, tu l'as finie. » Mon petit frère ne comprend pas tout ce qui se passe et demande à sa grande sœur. « Ils vont où, papa et maman ?»« Ne t'inquiète pas, ils sont partis chercher Christelle. En attendant, je vais te faire prendre ton bain et te préparer à manger. Viens, on rentre dans la maison, sinon je risque de ne pas entendre quand ils s'appelleront. » Dans le champ en pleine agitation, on entend les sirènes des camions de pompiers avant de les voir arriver. Eux aussi vont très vite. Ils n'ont jamais d'accident. Le premier véhicule rouge se gare à la lisière du champ. 2 pompiers en descendent et ne prêtent pas attention au visage soucieux de l'entourage. Même le plus petit accident peut paraître dramatique à certaines personnes, alors ils préfèrent prendre eux-mêmes la mesure de la situation. Ils s'approchent de 2 personnes étendues sur le bord de la route, qui sont conscientes et ne semblent pas avoir de lésions trop graves, mis à part une fracture par-ci par-là. Ils voient le conducteur qui est debout auprès d'elle. Il s'avère qu'une des 2 personnes est sa petite amie. Lui n'a absolument rien. Les pompiers prennent en charge les 2 blessés légers pour les transférer à l'hôpital le plus proche. Puis ils comprennent que ces personnes n'étaient pas seules dans la voiture lorsqu'ils voient un attroupement au fond du champ. Ils enjambent les épis de blé et se hâtent pour arriver jusqu'à moi. En arrivant à ma hauteur, ils évacuent tout le monde et commencent à faire un bilan avant même de me toucher, car ils voient tout de suite que je ne respire plus. Le chef des pompiers appelle alors du renfort. Il demande d'urgence un camion du SAMU afin que des médecins spécialisés puissent m'examiner et précise qu'il faudra certainement un hélicoptère au cas où il y aurait quelque chose à tenter pour me sauver. Mes parents arrivent. « Je veux voir ma fille, » dit maman. « Laissez-moi passer. »« Allons, madame, elle se repose pendant que nous la soignons, vous la verrez plus tard. » Ce même discours est tenu pendant plusieurs heures. Au bout de ces heures d'angoisse dans le champ, à attendre devant les camions du SAMU et des pompiers, mes parents se doutent que je n'ai pas juste un bras cassé malgré ce que leur a dit un pompier. Elle s'est cassé le bras, elle est énervée et ne veut voir personne. Ça, ce n'est pas du tout ma façon d'être, mais on ne sait jamais. C'est tellement dur d'annoncer à des parents que leur enfant est entre la vie et la mort. Mon cœur rebat suite à l'intervention de mon petit ami, mais je ne respire toujours pas. Les journalistes arrivent. Par qui ont-ils été informés ? Ils essaient de se frayer un chemin à travers le champ, mais les gendarmes les en empêchent et leur demandent de respecter l'inquiétude des familles. Un des journalistes entend les mots « douleur des parents » et dans son esprit, tout ce mystère laisse présager la mort d'un des jeunes. Je fais donc la une d'un journal local le lendemain matin.
Un accident grave avec 5 personnes, dont un mort. Quant à l'autre journaliste, il préfère aller chercher des renseignements fiables auprès de la gendarmerie. Mis à part les noms de certaines personnes un peu erronées, il écrit la vérité. 5 blessés, dont un grave dans un état critique. Cette attente dans le champ commence à devenir suspecte aux yeux de mes parents. Ils essaient vainement de franchir les obstacles en fumant cigarette sur cigarette. Le médecin du SAMU appelle l'hôpital avec la radio du camion de secours. Prévenez le service de réanimation que nous amenons une patiente. Sexe féminin, âge 18 ans, avec comme premier signe hémorragie interne, traumatisme crânien avec coma d'emblée et abdomen en défense. La patiente est sédatée, intubée et ventilée par voie orotrachéale. Puis le médecin du SAMU sort du camion et se dirige vers mes parents. Sans chercher à dissimuler son anxiété, mais sans pour autant l'expliquer, il leur adresse enfin la parole. « Madame, monsieur, nous allons transporter votre fille à l'hôpital. Veuillez nous suivre. » Cette attente n'était en fait que la tentative de me maintenir en vie artificielle jusqu'à ce que je sois transportable. L'hélicoptère, lui, ne me laisserait aucune chance de survie. Avant de partir, maman appelle ma petite sœur. « Ma puce, c'est maman. Nous suivons les pompiers qui emmènent Christelle à l'hôpital. Il faut que tu t'occupes de Jean-Marie car je ne sais pas quand nous rentrerons avec Christelle, le temps des radios et du reste. Faut le faire dîner et le coucher. » « Qu'est-ce qu'elle a, Christelle ?»« Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas vue. Ils nous ont dit qu'elle se reposait, qu'elle s'était cassé le bras. Mais t'inquiète pas, je t'appelle de l'hôpital. » C'est très dur pour ma mère de mentir à Marie-Aurore pour la rassurer, alors que mes parents ne savent rien et qu'ils sont encore plus terrorisés. Les sirènes hurlantes s'entendent dans tout le village, d'autant que la nuit est tombée et que chaque bruit est amplifié par le silence du soir. Le trajet jusqu'à l'hôpital est rapide. La voiture de mes parents talonne les véhicules d'urgence. Puis nous arrivons. Branle-bas de combat devant le sas des urgences. Mes parents veulent me voir. « Écoutez, madame, bientôt, c'est promis. » Mais comment éviter à mes parents le spectacle de tout ce sang et de cette enfant endormie qui semble morte ? Ils ne me sortent pas du véhicule tout de suite, mais pourquoi ? Faut-il ou non me transporter en hélicoptère ? Telle est la question que les médecins se posent en me regardant. Ils aimeraient tant pouvoir sauver cette petite jeune. Non, il vaut mieux d'abord faire une série d'examens pour voir ce que j'ai exactement. Des infirmiers arrivent avec un brancard. En moins de 5 minutes, mon corps et tous les appareils qui y sont reliés, perfusion, respirateur artificiel, etc., sont transportés à l'intérieur de l'hôpital. Mes parents font une ultime tentative pour m'approcher et les médecins, eux, renouvellent leur refus. Papa et maman comprennent alors que c'est grave. Ils arrivent enfin à aborder un médecin qui ne se défile pas comme les autres. C'est un lourd fardeau que d'annoncer à des parents la quasi-mort de leur enfant. Mes parents l'interrogent. « Vous allez la transporter en hélicoptère ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ce n'est pas qu'un bras cassé. » « Non, elle est intransportable. Vous avez raison, c'est plus grave qu'un bras cassé. Nous vous en dirons plus quand les examens seront terminés. » Et sur ces mots, il s'éclipse. Tout à coup, des pompiers se dirigent vers mes parents. « Bonjour monsieur, madame, vous êtes les parents de la victime, jeune fille ?» Celui qui parle se reprend à temps. « Oui. Alors je vous remets les bijoux que nous lui avons retirés pour les soins, son sac à main et ses vêtements. » Le pompier leur tend un t-shirt qui est tout déchiré et plein de sang, et les lambeaux de ma belle jupe longue bordeaux. Mes parents sont contents d'avoir récupéré mes effets personnels. De cette façon, ils se sentent plus proches de moi. Mais qu'est-ce qui dépasse du sac ? Tiens, un paquet de cigarettes. Notre fille fume. Je vois une boîte de médicaments, elle est malade ? Non, je le saurais, attends voir. Ce ne sont pas des médicaments, elle prend la pilule. À 18 ans et demi, cela fait 2 ans que je suis avec mon petit ami. Ce n'est pas si anormal d'avoir sauté le pas, même si mes parents pensaient que j'arriverais vierge au mariage. Ça, c'est une autre époque. Pour les cigarettes, c'est si facile de se laisser entraîner pour faire la grande avec les copines. Mais bon, je n'en fume qu'1 ou 2 par jour. Je repoussais ces conversations avec mes parents et maintenant voilà, sujet éludé. Je ne me ferai pas réprimander. Mes parents entrent ensuite dans la salle d'attente des urgences. Mon père doit aller voir comment ça se passe à la maison.
Il laisse donc ma mère et lui promet de revenir le plus vite possible. Mais dès qu'il y a du nouveau, elle doit l'appeler. Après le départ de mon père, ma mère aperçoit un jeune médecin. Elle va le voir immédiatement et lui demande des nouvelles. Nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, nous nous occupons d'elle. Ne vous inquiétez pas et buvez un café en attendant. La semaine prochaine, c'est son bac philo, elle y tient beaucoup. Elle sera en forme ? Maman est vraiment choquée et ne comprend pas. Elle se retrouve seule. Enfin, seule dans son coin, dans cette sinistre salle d'attente, parce que tous les autres, mes amis et la famille de mon petit copain, sont en train de réconforter celui qui a provoqué l'accident. Monsieur fait un coup de déprime, il déplore d'avoir roulé si vite. Alors c'est sûr, il a plus besoin de réconfort que ma pauvre maman. Quelle ironie! Jusqu'à 3h30 du matin, cette situation perdure. Puis mon père revient. Un médecin arrive alors, leur explique brièvement la situation et leur demande de le suivre.